أيوة. debattrice دي بتاعنا. صار نجيبها مش هنا. يبقى كمان اللي كاتب الكتاب راجل كيبيكوا. ترميم ولا؟ طبعا. ترميم؟ لا ليه؟ كناش خليه بقى. اوكي. تمام. زي عيش. نخلص البطارية. Bon, bienvenue au 5e débat d'idées. Pour les nouveaux, je vais juste faire un petit rappel, c'est que avec l'initiative de la médiathèque, nous nous regroupons tous les mois pour vraiment débattre d'une idée. On a pensé qu'on pourrait aboutir à quelque chose de concret, mais de la première séance où on a diffusé des extraits de Le Cercle des poètes disparus, peu ou prou, on revient vers l'école. Donc, sur la proposition de Veda, elle a conseillé ce merveilleux petit bouquin d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Roberge. Il pourrait s'appeler Robert, mais bon, les Québécois veulent bien innover, donc il s'appelle Roberge. Et sinon, réinventer l'école. D'accord? Si on parle d'école, on ne peut pas ignorer et on ne peut pas penser, merci à Dada de l'avoir fait, à Mona Magdalene. Bon, en termes de présentation, si je commence à présenter Mona Magdalene, on est là jusqu'à minuit. D'accord? Donc, on va envoyer sa bio sur le groupe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vivement à le faire. Bon, on n'est pas très actif sur ce groupe, mais de temps en temps, j'ose espérer que pour l'année 2026, on va aboutir à de l'imprimé et du concret, comme ça l'idée peut faire des petits. Donc, la seule chose que je voudrais dire pour présenter Mona Magdalene, extrêmement subjective, c'est que quand j'ai été consultante de l'établissement de la Mère de Dieu, quand elle était proviseure, tous les jours, je lui ai répété cette phrase, au moins 2 fois par semaine, que j'avais très envie d'être élève dans son école et élève dans sa classe. Venant de ma part, ça veut dire beaucoup de choses parce que j'ai une vision assez critique du rôle d'enseignant, du rôle de directeur. J'ai des problèmes avec l'autorité, ça tout le monde le sait. Mais je veux dire que j'aurais bien aimé être dans une école qui fasse du jour de la rentrée cette fête. J'aurais bien aimé que mon prof de français me fasse vivre une aventure incroyable en apprenant le français par la cuisine et en participant à des concours. C'était quoi le concours? Je me rappelle très bien de la toque du chef. Ma classe. Le concours ma classe. C'était des photos des classes. Et je suppose que vous avez gagné. Inutile de faire. Oui, premier prix. D'accord. Donc,
c'est pas ma copine, c'est quelqu'un qui, et d'ailleurs je réitère mes remerciements à Yada d'avoir pensé à faire ça parce que ça m'a fait vachement plaisir toutes les deux, mais en plus parce que elle est toujours peu ou prou dans le domaine de l'enseignement, mais c'est vraiment une reconnaissance à sa juste valeur. Voilà, ça c'était le chapitre des présentations. Et puis si vous avez le temps, après, on peut rester jusqu'à minuit pour discuter son CV. Pas de problème. Et voilà-t-il pas que... On peut dire grosso modo les grands postes qu'elle a occupés. Actuellement, elle est directrice du développement en mission laïque d'Égypte. Elle était l'ex-directrice du Collège de la Mère de Dieu. Elle était l'ex-secrétaire générale de l'Université française d'Égypte. Elle est la fondatrice, l'auteur et la metteur en scène de la compagnie Recto Verso et elle est la coprésidente du festival théâtre Sacré Festival. C'est les grands postes. Merci. Merci à toi, merci. Et puis, encore une fois, Reda propose un ouvrage de Culture Tech. Si vous ne connaissez pas Culture Tech, il faut absolument vous abonner à Culture Tech. C'est une mine numérique, vraiment, très très bien organisée, très bien, il n'y a pas de bugs, il n'y a pas de trucs. Et c'est sur l'abonnement de la médiathèque. Ça, donc, c'est vraiment, et d'ailleurs, si on a en main des photocopies, c'est parce que, ou une impression papier, c'est parce que l'ouvrage existe sur Culture Tech. Donc voilà, on a fait un petit coup de pub pour Culture Tech. Et pour M. Roberge, Monsieur Roberge qui a pondu ce superbe ouvrage, et si on réinventait l'école. Bon, fidèle à mes habitudes, je vais dire, si les Québécois réinventent l'école, que doivent faire les Égyptiens? Je ne parle pas des Français parce que je ne connais pas le système français. Mais toujours est-il que nos écoles, à Alexandrie, du moins, le Caire, je ne connais pas trop, si nos écoles, si par le plus pur des hasards, quelqu'un en ligne suit notre live, et je lui recommande vivement ce bouquin parce que très court, très simple, humain, une expérience personnelle et qui match complètement avec ma vision, très modestement. Hein. J'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai d'ailleurs l'honneur et le plaisir de citer Yasmine Sarouat, la poète, parmi mes étudiants de littérature. Et donc, tout est fait pour me plaire aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas quand même le but du jeu. Je vais vous citer quelques phrases et puis après je vais faire intervenir Mona. Et il y a de longues citations. Si jamais vous voulez photocopier, c'est avec plaisir. Donc, M. Roberge, dans ce bouquin, nous invente à réévaluer l'ensemble de nos méthodes. Bon, on va supposer déjà qu'on a des méthodes. Hein, et puis, une fois les méthodes trouvées, on va essayer de les réévaluer. Et là, je ne peux pas ne pas penser au système typiquement égyptien. Pas les écoles catholiques, pas les écoles, pas la MLF, pas... je veux dire, nos écoles, notre système d'enseignement et d'éducation en Égypte. Donc si ce monsieur québécois faisait un tour dans nos écoles, je pense que son bouquin se transformerait en long fleuve et encore, s'il est encore en... Ça va être traumatisé. Ouais, complètement. Donc, j'ai retenu des titres de chapitres. Je vais essayer vraiment rapidement de vous baigner dans le bouquin, mais quand il intitule un chapitre « Le pouvoir d'inspirer ». Le pouvoir d'inspirer.
on se demande quand les profs classiques font se dépatouillent avec leur programme, leurs notes, leurs corrections d'examen, etc. Est-ce qu'ils laissent beaucoup de temps à l'inspiration ou comment ça se passe? Bon, aujourd'hui, on ne va pas avoir peur d'évoquer des sujets politiques puisqu'on parle d'enseignement, d'éducation. Je suis ravie que Saint-Joseph soit aussi brillamment représenté parce que ces jeunes filles sont là pour dire qu'il peut en sortir des merveilles, mais qu'il y ait l'implication et qu'il y ait tout ce dont j'espère, quand j'aurai fermé ma bouche pour rester poli, et qu'on va entrer dans le vif du sujet. Donc, dans ce chapitre 1, le pouvoir d'inspirer, il dit le monsieur, éveiller chez un autre être humain des rêves au-delà des siens, induire chez l'autre l'amour de ce qu'on aime, faire de son présent intérieur leur futur, une triple aventure à nul autre pareil. Ça, c'est une citation de Georges Saner. Il n'a pas dit prof, il n'a pas dit élève, il n'a pas dit discipline, il n'a pas dit premier de la classe, il n'a rien dit. Éveiller chez un autre être humain l'amour de ce qu'on aime. Donc, partager vraiment une passion. Dans le chapitre 1er, il parle de mon préféré, en parlant du prof qui les a motivés, qui les a passionnés, qui a partagé avec eux, à tel point il a partagé sa passion que Robert lui-même a eu envie de devenir prof. Donc très rapidement, là il parle de son prof. Très rapidement, nous avons compris que cet homme était plus qu'un prof, c'était un guide. Parce que lui, nous étions prêts à le suivre. La relation qui s'est formée au fil des jours et des semaines me rappelle le merveilleux film La Société des poètes disparus, sorti en 89. Le regretté Robin Williams y incarne un professeur de lettres anglaises aux pratiques originales, sortant de la boîte. Monsieur Keating qui encourage le refus du conformisme, l'épanouissement des personnalités et le goût de la liberté. Et, comme vous trouvez ce que je dis, je voudrais inviter Mona à nous parler de certains détails anticonformistes qu'elle a fait en tant qu'enseignante, puis en tant que proviseur et en tant qu'animatrice de la troupe de théâtre. Jusqu'à minuit, ça va? Bon, alors je retiens le mot original, en dehors des boîtes. Et en fait, moi, comme tous les petits, à l'âge de 10 ans, je rêvais d'être enseignante pour imiter les enseignants. Et peut-être pour gronder, et peut-être pour avoir le stylo rouge, et tous ces complexes des petits en subissant, disons, ce qui se passe dans les classes. Mais une fois au collège et puis au lycée, je ne l'ai plus voulu. Et j'ai voulu faire la gestion et le management et je me suis préparée à ça. Et les études de lettres françaises n'étaient que pour le plaisir. Parce que j'adorais les langues, j'adorais la langue française, la littérature française. Et du coup, je voulais étudier ce que j'aime. Et puis, le management va venir avec l'anglais, ça va venir avec des cours de business administration. En changeant de boulot d'une société multinationale 4 ans après la fac, je tombe sur une des religieuses qui m'a vu grandir à la Mère de Dieu et qui m'invite d'aller travailler comme enseignante à l'école. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah non, je suis pas prête à faire ça.
non, j'ai pas de la patience, je veux pas dessiner des smileys sur les cahiers des élèves, je veux pas aller acheter des cadeaux, je veux pas chanter ma voix et pour encourager et motiver. Et le sort a voulu que j'aille pour remplacer pour un mois une de mes collègues, de mes amis, et un mois à entraîner 19 ans. Et tout ce dont je me suis moquée pendant cette rencontre avec la sœur, je les ai faits et je les ai dépassés. Donc, je finançais moi-même les cadeaux des élèves, je chantais avec les élèves, je suis allée voir au cinéma les films que les élèves voyaient pour comprendre leur langage et intégrer, être en immersion dans le monde des jeunes pour que je ne sois pas un outsider, je ne voulais pas être étrangère. Et ça, c'était depuis le premier mois. Depuis le premier mois. Je m'agenouillais par terre, je m'installais par terre, je coloriais. En fait, donc là, pour dire ce que j'ai fait en tant qu'enseignante, Nasli, c'est que j'ai pas voulu être l'enseignant que je détestais quand j'étais petite. Parce que je suis sortie de l'école et de la faculté avec des images dans ma tête qui disent « cette personne m'a fait souffrir, je ne veux pas être comme elle ». Mais en même temps, cette personne, c'est idle, comme vous dites actuellement. Et donc, mon boulot dans ma tête, automatiquement, était d'éviter complètement tout ce dont j'ai souffert et les modèles dont j'ai souffert quand j'étais enfant. Et je fais exactement le contraire. Et je me suis amusée. Et c'était ça le mot-clé. Je me suis amusée et je me suis mélangée avec les élèves. Je parlais leur langage, mais pas pour diminuer du rôle du professeur. Je parlais leur langage pour les approcher à ce qui doit être leur rôle en tant qu'élève. Et là, on peut dire activité à l'intérieur de la classe, activité en dehors de la classe. Partager des moments avec les élèves parce qu'on est en Égypte. Je ne sais pas le contexte québécois et je sais ce qui n'est pas supposé être fait dans le contexte français. Mais en Égypte, je sais ce qu'il faut faire parce que tout passe par l'affectif. On ne peut pas expliquer la leçon sans que toutes les élèves ou tous les élèves soient attirés, aiment l'enseignant. Et combien de fois on a entendu dire ici en Égypte que je déteste le français à cause d'un prof de français. Le français de toute la vie a été détesté à cause d'une expérience d'une année et peut-être de quelques cours ou de quelques heures d'un enseignant dans la classe. Et combien de fois on a dit je voulais devenir ingénieur parce que j'ai adoré le prof de maths et des modèles pareils. Donc, se mélanger avec les élèves, sentir leurs petits problèmes de notre point de vue, qui sont immenses pour eux. Si on réduit la taille de ce qu'ils disent, ce qu'elles disent, ce qu'elles veulent partager, leur expression dans la classe, là c'est fichu. Mais si on accueille, bien sûr, et la boussole elle est bien tenue pour la perte de temps et ainsi de suite. Comment expliquer la leçon? Avant que je n'intègre et que je sois formée à la méthode active, je le faisais moi-même. Donc, c'est ta phrase, Nasli, je faisais de la prose sans le savoir, parce que je me mettais à la place de l'élève. Qu'est-ce que l'élève aimerait? Qu'est-ce que moi, étant élève, j'aurais aimé auparavant? Et du coup, le fait de laisser l'élève parler, de laisser l'élève s'exprimer, la classe inversée et que l'élève explique et que l'on débatte autour de ça, c'était les débuts. Une petite anecdote, la deuxième année d'enseignement, un projet scolaire a voulu que l'on fasse le parallèle entre la France et l'Égypte. Et chaque classe devait se concentrer sur
un thème ou un lieu. Donc, j'ai pris pour ma classe de première préparatoire, c'était en 2001, étant donné que la Mère de Dieu, elle est à Wabour el-Maya, juste à 2 pas du poste de police Charki. Alors, on a pris le poste de police et la comparaison entre le poste de police en Égypte et le poste de police en France. Et tout ce qui décline de ça, le texte descriptif du policier, le texte narratif de je ne sais quoi, un dessin, un panneau, mais il fallait faire aussi un sketch, une scénette. Pour faire ça, out of the box, j'ai accompagné les élèves au poste de police. Et on a interviewé les policiers et même un des criminels. Et on a fait des photos et les élèves, pour elles sont rentrées avec une expérience vécue, mais vécue, et pas dans l'air, et pas un film vu, mais enfin vécu avec des limites quand même, parce que au-delà de ces limites, le vécu n'aurait pas été satisfaisant. Et donc voilà, et expérience sur expérience sur expérience, c'était ça. Et puis aller voir, ça c'est le clou de la chose, aller voir, et pas la théorie. Bien que la langue française, il n'y a pas de pratique, il ne s'agit pas d'un labo, il ne s'agit pas d'expérience, mais on peut aller voir les lieux, parler avec les gens dont on parle et revenir avec cette expérience, c'est le monde entier. Ça, c'est... Je rêvais pas mieux comme exemple d'enseignante. Avant de faire mon mauvais esprit, parce que évidemment j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour critiquer dans le cas. Oui. En tant que proviseur, Oui. j'ai 2 souvenirs très forts, mais je te laisse le soin de découvrir ou de leur faire découvrir à ton public ce que tu as fait d'original et qui a été recopié après. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave du tout. On partage toutes et tous le sentiment de ne pas vouloir aller à l'école. Le premier jour d'école, c'est... Voilà, merci pour les réactions. Le premier jour d'école, c'est pas bonne reprise et bonne année scolaire. Et du coup, il fallait dire que... Mais vous avez envie de venir. Donc, avant la rentrée scolaire, on publiait sur la page de l'école que la première journée, vous venez sans livre, vous venez sans cartable, vous venez sans uniforme, parce que la journée, elle est dédiée à une année des jeux et des trampolines et complètement. Une troisième fois, c'était une célébration parce que l'école avait eu l'accréditation qualité au niveau des 4 cycles. Donc, premier jour, préparer une semaine avant avec les élèves sur les réseaux sociaux, mais préparer 3 mois avant avec les enseignants et l'équipe de travail, ça faisait venir les élèves souriants et pas en grinçant des dents. Ça, c'était, et ça s'est répété, je ne l'ai pas arrêté parce que j'ai vu à quel point ça influence l'état d'âme de l'élève qui est ciblé au premier lieu et pas le par cœur et pas la note, bien que j'ai toujours été la première de ma classe, donc c'est pas par manque de ou faute de niveau scolaire que je le dis. Mais là, et c'était pas que le premier jour. À chaque fois qu'il y avait un événement, une occasion, une date, une fête, ou même s'il n'y en avait pas, on l'inventait, le titre du livre. On inventait une occasion pour se déguiser, pour faire avec l'uniforme, je ne sais pas quoi, comme aujourd'hui la fête de l'amour égyptienne, une trace rouge. Un foulard rouge, et le rouge c'est la couleur interdite par excellence dans les écoles. Donc, et si on dit porter l'uniforme avec une trace rouge, quelle joie! On mettait du vernis à ongles rouges, c'était permis ce jour-là. Un foulard rouge, permis. Des chaussures rouges, permis.
Donc, une seule trace rouge par personne, et c'était, on réinventait. La journée se passait normal, les classes, les cours, les enseignants, tout, mais juste en vainquant le pouvoir de l'interdit rouge, on portait quelque chose de rouge ce jour-là. Et je peux te dire, Nazli, qu'une fois j'ai croisé la maman d'une élève dans la rue qui m'a dit, Madame Moine, mais ma fille est malade. J'ai dit, bon rétablissement, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, non, mais elle est allée à l'école. J'ai dit, oui, pourquoi elle est malade? Elle est allée à l'école. Elle m'a dit, parce que, elle m'a dit, j'insiste à aller parce que je ne sais pas s'il y a une surprise qui nous attend aujourd'hui à l'école, donc je ne veux pas la rater. Voilà. Je ne sais pas si de ça que tu parlais ou pas, c'est une des choses. Absolument. Je me souviens d'un Arabet Batata. Oui. Je me souviens Termes. de ça. Je me souviens d'un. Alcool. 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 Et De deux moutons vivants de avant deux moutons vivants. le Bayram. Du sable dans la cour de l'école. Siwa, avec style. voilà. Une oasis. Dans On n'a pas fait Halloween. Il y avait une photo? ça c'est recto verso. Ah, ok. Ça, c'est Il y a plein d'années. Non, parce que Halloween ne C'est convient contre les pas avec, religieuses. Ok. oui. On fait pas la fête de la terreur, mais plutôt de la paix. Et voilà. Autre chose, expérience qui a beaucoup marqué les élèves, c'est que nous avons l'habitude à l'école de féliciter la première de la classe, de féliciter les 10 premiers, les 10 premières, mais je me mettais à la place des 2/3 des effectifs de la classe qui font de l'effort et qui ne paraissent pas, parce qu'elles ne vont jamais être les premières et elles ne vont jamais avoir excellente comme mention, et tout leur travail est peine perdue, elles ne sont pas vues. Donc pour qu'elles soient vues, franchement, j'ai fait travailler toute l'équipe du contrôle de l'école et les enseignants à promesse donnée aux élèves. Chaque élève ayant eu le mois d'après 5 points, au moins 5 points en plus du mois d'avant, aura un cadeau. Et elle sera applaudie devant toute la classe. Et là, merci Esmine. Très important. Mais c'est vrai, très important. Je vais te dire ce à quoi ça aboutit. Et les cadeaux étaient vraiment des cadeaux très simples. Ça pouvait être juste une tasse, mais avec l'autocollant logo de l'école avec le mot bravo. Un stylo, mais de rien du tout, on inventait des cadeaux. Pris parfois sur son budget personnel. Oui, parce que chose promise doit être faite. Et l'école n'avait pas assez d'argent. Moi, Et 5 points allaient jusqu'à 10 points et le grand cadeau était promis entre la mi-année et la fin d'année. Là, il fallait au moins 10 points. Pour les mois, 5 points. Pour la mi-année, fin d'année comparée avec la mi-année, 10 points. Et quand les filles ont trouvé que les promesses étaient tenues et que les applaudissements étaient faits et que les remerciements étaient faits à la radio scolaire devant toute l'école, le climat motivationnel a été bien installé et l'effort a été doublé, triplé, quadruplé jusqu'au point d'arriver à la fin de l'année, au bout de la 3e ou la 4e année, à un saut de 70 points et 90 points. Et là, on ne savait pas comment remercier les élèves parce que ça ne devait pas être le verre avec l'autocollant, bravo. Et là, on a pensé à des cadeaux toujours out of the box, comme gratuité de l'excursion de l'année d'après, comme une lettre de choix, au choix, le groupe de renforcement de l'année prochaine offert par l'école et sans que ce soit payé. Et bien sûr, si une qui était sur le seuil de la réussite et qui a pu réussir, là, elle était beaucoup plus célébrée que la première qui a été toujours première, mais à laquelle on ne manquait pas de bravo et d'applaudissements. Voilà 2 choses pour le fun, mais pour l'état moral,
et l'autre pour le niveau scolaire et pour l'effort déployé pour les études. Voilà. Là, ça change vraiment des écoles confessionnelles. Hein. Oui. C'est vraiment bravo, chapeau, je suis admirative et je te remercie. La maman de l'élève d'une école confessionnelle est invitée à la barre pour donner son témoignage. Ah ben, Témoignage donné. Quand elle a dit premier de la classe, ça a tilté parce que j'avais un paragraphe sur les premiers de la classe et l'exigence qu'on a envers, et puis il y a les premiers de la classe et puis les autres, c'est du détail. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas et parce qu'ils ne remplissent pas les critères, etc. Mais en même temps, justement, l'exemple qui suivait était on a donné la possibilité d'être applaudi parce qu'on avait fait un effort, parce qu'on avait fait un progrès, justement. Ça s'appelle une politique. on ne peut pas ignorer les premiers de la classe, mais pas au détriment des autres. Avant de redonner la parole, Nazli, parce que c'est dans l'actualité. Une de mes élèves a été dans l'équipe de l'inauguration du musée. Et cette élève, quand elle était depuis l'école et le collège, ça se voyait que elle, les jumelles, elle et sa sœur, étaient vraiment douées pour tout ce qui est danse, art vivant, chorégraphie. Et j'ai donné tout mon appui et tout mon soutien. Et elles étaient soutenues, appuyées par leur maman également. Je trouve la maman, une fois, tellement elle a eu confiance en la proviseure, qui ne tue pas, qui ne condamne pas, juste pour les notes. Elle est venue me dire, madame, le jour de l'examen de français de la fin d'année, mes deux filles ont des auditions à passer au Caire. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, c'est vos priorités. Tout ce que je peux vous dire, que si vous ratez l'examen de fin d'année, il y a un examen de repasse et aucun souci. Ce n'est pas les paresseux, ce n'est pas les vauriens qui doivent passer, il y a des malades qui passent les examens de repasse, donc aucun souci. Si vous faites passer les auditions à vos élèves, à vos filles, et qu'un rêve soit réalisé, et qu'on reporte l'examen de fin d'année un mois et demi plus tard. Non, on reporte pas les Si. examens. Non, jamais. C'est pas bien de reporter les examens. Elle est voilà, sur les photos de l'inauguration du musée il y a 2 jours, et on s'envoie des posts sur Facebook, moi pour leur dire bravo et elle pour dire votre soutien. Et j'en suis très fière. Les prouesses en natation, en sport, Bien sûr. Bon, pour illustrer un peu le premier chapitre, je vais vous lire juste 3 phrases. Chaque début d'année scolaire, dans les premiers jours, je me prêtais à un exercice aussi instructif qu'amusant avec mes élèves. Je les invitais à dresser la liste des qualités d'un bon prof. Il donne la parole à ses élèves pour qu'ils dressent les qualités d'un bon prof. Très patient, juste, drôle, de bonne humeur, pas trop sévère, bon, pour expliquer. Ils étaient très exigeants. Après m'être engagé à faire de mon mieux pour être à la hauteur, je leur enjoignais ensuite de me dire ce que c'était selon eux un bon élève. Une façon toute simple de leur faire comprendre que s'ils avaient droit à un bon prof, ils avaient aussi la responsabilité d'être de bons élèves. C'est une idée à proposer chez vous. Les qualités d'un bon prof. J'ai beaucoup aimé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai beaucoup aimé le titre du deuxième chapitre, pour en finir avec la médiocrité. Et malheureusement, on tombe très vite dans la médiocrité et le nivellement par le bas n'est rien de moins que détestable. Et je dois dire, même si j'ai envie d'être gentil, que c'est vraiment ce qui se passe actuellement et du nivellement par le bas. C'est dommage d'avoir un potentiel comme ça. Je ne parle pas du tout de Saint-Joseph.
je parle du système de l'enseignement en général, d'avoir un potentiel comme ça et de ne pas l'exploiter. C'est un mot pas très joli, exploiter, mais j'en trouve pas d'autre. Chapitre 3. On n'améliore pas une bureaucratie avec plus de bureaucratie. Depuis 2000 ans, les bureaucrates font le même boulot, empêcher tout changement. Un exemple de chez M. Roberge, et peut-être que je vais t'inviter à être politiquement correct et citer un exemple de combat de la bureaucratie. Ok. Il y avait le budget informatique était en dépassement, enfin en surplus, et il a demandé, le monsieur, s'il pouvait utiliser une partie. On m'a répondu que l'école n'avait pas l'autorisation de transférer des fonds du budget informatique vers le budget libre. Les lignes du budget, c'est important. Le comble, c'est qu'à la fin de l'année, nous avons reçu la directive de... Pardon, ça me suscite des émotions là. Nous avons reçu la directive de dépenser les fonds restants. Il devenait tout à coup urgent de trouver une manière de dépenser cet argent sans quoi nous allions le perdre. C'est ainsi qu'ont été achetées des centaines de clés USB au cas où nous en aurions besoin. On les a rangées dans une armoire, elles doivent sûrement y être encore car nous avions pris l'habitude de sauvegarder nos documents sur le serveur du réseau. Budget informatique, budget libre. La ligne budgétaire, c'est important. À vous la parole. Non, bien sûr, mais budget, en fait, parce que je ne m'occupais pas du budget, mais j'affrontais les problèmes qui concernaient le budget. Donc, il fallait justifier, rejustifier, supplier, convaincre, faire des tours et des détours pour arriver à un oui, pour que des sous soient dépensés. Mais ça se dépensait. Donc, l'équipe de travail, la responsable à ce moment-là, pouvait le faire. Donc, effort déployé, mais objectif réalisé, ça passe. Par contre, bureaucratie, là, je peux parler, est-ce que c'est de ça, la bureaucratie ce qui est imposé par le ministère. Ah oui, alors là oui. Bien sûr, alors ça et jusque-là, c'est un problème, parce que la bureaucratie et tout ce qui est imposé par le ministère doit être fait. Et c'est très néfaste pour les étudiants, c'est très néfaste pour les enseignants, mais je peux dire que ça peut être la protection de l'enseignant qui veut ne pas sortir de sa coquille. C'est qu'on est obligé, le programme scolaire, le nombre d'heures, le nombre de cours, les examens, les tests, et donc ça protège les figés, ça protège ceux qui ne veulent pas innover et inventer. Et dommage pour les élèves. Et ça avait lieu, mais en fait, nous, on essayait toujours, parce que c'était le climat de l'école, entièrement ensemble. Donc, la minorité était ceux qui se protégeaient dans le système. Sinon, nous, c'était trop d'efforts déployés pour lutter contre la bureaucratie. On le faisait, mais on faisait des choses à côté. Des choses qui est... Je salue l'équipe de travail avec qui j'ai travaillé pendant ce temps. Il y a une possibilité de contourner le système bien au lieu de sûr. se réfugier derrière. Ah non. C'est pas possible, c'est pas terminé, c'est pas. Il y a toujours des chemins. Se dire c'est le ministère et c'est le ministre, et c'est prendre congé de tout et se stabiliser là où on est plus sécuritairement protégé. Absolument.
Le chapitre suivant, le chapitre 4, là, il fait vraiment l'équilibre entre ce qu'on doit demander, on devrait demander à un enseignant, et puis le droit de l'enseignant aussi, comment motiver un enseignant. Donc, le chapitre s'intitule « Pour un ordre professionnel des enseignants », une espèce de syndicat. Et il a une citation de Bachelard qui ne continue pas à apprendre est indigne d'enseigner. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Pourquoi les directions d'école ne font-elles pas les efforts nécessaires pour obliger les enseignants démotivés à se remettre en question, à se régénérer à travers une mise à niveau de leurs connaissances? Parce que, pour un directeur, l'investissement en temps et en énergie dans un tel dossier peut être si grand qu'il risque de compromettre tout le reste de sa tâche. Se saisir du dossier d'un prof au neutre pour lui redonner le goût de rentrer dans sa classe entraînera toujours des conséquences dans le petit écosystème d'une école. Le prof ira fort probablement voir ses collègues, quelques-uns sont devenus ses amis, pour leur raconter que le directeur l'a prise en grippe et que cela les branle. La plupart de ses collègues se solidariseront. Donc là, il parle et il donne aussi l'exemple, je vais continuer la citation, mais il donne l'exemple de Madame Montagne. Donc moi, dans mes petites notes, j'ai dit Madame Montagne, voir mon. Mais bon, je continue quand même pour les profs, et s'ils vont se solidariser, ils vont se retourner contre le directeur. On dira qu'il n'est là que depuis 2 ans et demi, alors qu'eux, ils sont depuis 15 ans. Et que de toute façon, il va partir bientôt, puisque le mandat de direction n'est que de 5 ans. Et quand ce directeur voudra enclencher des projets novateurs ou apporter des changements à l'école qui bousculent un peu les habitudes, il se butera à un climat de tension. Non seulement ses efforts pour relancer le professeur en panne, entre guillemets, seront-ils freinés par l'intervention du syndicat, mais il risquera en plus de compromettre toute initiative. Voilà pourquoi la majorité des directeurs d'école écartent cette partie de leur tâche pour investir plutôt dans ce qu'ils peuvent accomplir avec le personnel qui leur est confié. Côté enseignant, pour un plus ou pour un moins, un enseignant démotivé et un enseignant motivé, qu'est-ce que tu faisais? C'est comme s'il a vécu l'expérience avec moi. Il est génial. Oui. Il est vraiment génial. Oui, oui. C'est vrai, installer un climat motivationnel, c'est pas facile, mais c'est contagieux. Dès que ça commence, ça ne s'arrête pas. Il faut un peu d'argent, parce qu'il faut récompenser. Parce que quand on récompense celui qui a fait de l'effort, son voisin dit et moi. Bon, tu fais pareil et tu as ta récompense. Donc, il a fallu un budget pour commencer ce lancement et pour que, avec la contamination positive, la contagion positive, que ça atteigne tout le monde. Comment motiver? Il y a déjà des gens convaincus. Donc, il s'agit de prendre ce noyau et de l'investir. Ne pas le perdre d'abord, et puis de le renforcer et lui donner confiance. Surtout, lui donner confiance en soi devant les collègues qui vont essayer de faire cette résistance. 2, il y a une catégorie qui jongle. Je veux bien, mais ça c'est numéro 1, les motiver, les convaincus, il faut les motiver. Numéro 2, ceux qui hésitent et qui le veulent. Et du coup, on va faire plusieurs choses. On va les motiver, motivation extrinsèque avec tout ce qui a été donné à la catégorie 1, et intrinsèque avec tout ce qui va être attribué à leur être, à leur CV, à leur expérience, à leur savoir, et là, on agrandit le cercle. Il reste, numéro 3, les pas sécurisés et qui n'ont absolument pas voulu ou ne veulent pas
sortir de la coquille. Et là, c'est le danger. Parce que la catégorie 1 et 2 fait de l'ombre à la catégorie 3. Donc la catégorie 3 est dangereuse et risque de se défendre sa vie, soit pendant le moment où tout le climat de l'école est un climat poussé et soutenu et fort, ceux-ci se taisent et essayent de faire tant que c'est possible pour leurs compétences et imiter ou applaudir même si on n'aime pas ce qu'on applaudit. Et on peut faire avec la situation. Donc, il faut une politique, une stratégie, il faut un budget, il faut des étapes, mais il faut aussi trouver comment les aider à progresser. Il faut des formations, parce qu'on ne va pas progresser, on ne va pas trouver des idées quand on est 20 ans devant son livre et maintenant on va aller de l'avant. Il faut des formations, il faut sortir de la classe, du cycle, de l'école à l'institut, à un voyage. Donc il faut que les enseignants sortent et reviennent avec des idées. Et donc, budget, formation, collaboration avec d'autres écoles, c'est un tout qui se rassemble pour arriver à... C'est pas impossible, mais il y a une facture à payer budgétairement et au niveau de la zizanie des enseignants. Et peut-être le directeur, je le dis à monsieur, le directeur peut faire face aux losers qui se montent contre lui, c'est-à-dire... J'ai retrouvé la citation de Madame Montagne. Oh, ok. Elle s'appelle Monique Montagne. Ok. Ça me dit quelque chose. J'ai commencé à enseigner à 22 ans. Madame Montagne a été ma première directrice. Femme d'expérience, elle était néanmoins, comme moi, nouvelle dans cette école. Elle a su très rapidement prendre les choses en main. C'était un vrai leader. Elle était inspirante et rassembleuse. Sous son influence, tout le monde devenait chaque jour un peu meilleur. Elle avait l'expérience et le charisme nécessaires pour faire en sorte que nous ayons tous envie de mettre nos efforts en commun. Je n'ai jamais connu une équipe plus unie que celle que nous formions sous la direction de Madame Montagne. C'était la capitaine de notre navire. Bon, il se trouve que Madame Montagne avait la commission scolaire, donc qui a beaucoup freiné la créativité de Madame Montagne, mais ça ne l'empêche pas de conclure. Quand je repense à ce que Monique Montagne a pu faire malgré les contraintes administratives qu'on lui a imposées, je ne peux que rêver à ce qu'elle aurait pu accomplir si on avait libéré son talent. Dans un système d'école autonome, qui sait jusqu'où elle aurait pu guider son équipage. Ça c'est l'illustration. La fin de la directrice n'est pas citée là. Ben, justement, c'est Madame Montagne. Et après, non, je vais chuchoter quelques mots à l'auteur. Donc ça c'était pour les enseignants, et pour être aussi juste par rapport aux élèves, c'est qu'ils proposent de donner une voix aux élèves, qui est un représentant de la classe, ce qui se fait dans le système français. Si j'ai pas tort. Donc donner une voix. Et là, il se remet dans son statut d'élève. Vous avez des représentants par classe? En fait, normalement, il y en a, mais on avait quand ils étaient plus petits. Là, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, ça se fait par élection. Vous vous rappelez, les élections, et il y avait une responsable pour l'étude scientifique, une autre pour l'étude littéraire, pour des activités, alors qu'il se fait dans chaque domaine. Mais aussi, il y avait Amine Foslo, donc représentant, et après ça, un autre avec lui qui lui aide, si lui n'est pas Mais il là. n'y avait pas de vrai représentant qui représente la vie des élèves aux profs ou aux directrices. C'était comme un petit prof sur les élèves. C'était Ouais, pas un représentant. En gros, il était quand À même partir du responsable. moment où on donne à un Égyptien une autorité, il s'amuse avec comme un petit fou. Il est responsable, c'est le grand directeur des élèves. Donc il va les engueuler, il va leur donner des ordres, il va... Voilà. C'est bien. Non, on a des problèmes avec l'autorité, ça c'est sûr. Ouais.
Bon, j'ai beaucoup aimé ce prof allumé. Est-ce que j'étais un prof allumé, Yasmine? Non. Allumé dans quel sens? Dans le sens de, je vais te lire le truc. Ce prof Ouais. allumé m'avait transmis sa passion, qui m'a amené à prendre conscience du fait que la plupart de mes chansons préférées étaient en réalité des poèmes mis en musique. C'est avec un regard tout neuf que j'ai commencé à lire, à apprécier toute la richesse des textes de grands paroliers, tel, un tel, un tel, un tel. Je voudrais qu'ils comprennent que tout ce que l'on apprend n'a pas nécessairement une utilité immédiate. Ils sauront un jour ce qu'ils ont développé avec leur formation générale. C'est leur habileté à appréhender le monde, à réfléchir, à mémoriser, à acquérir des connaissances et à faire des liens entre les concepts. Savoir, penser, rêver, tout est là, a écrit le grand Victor Hugo. Après tout, un peu de poésie n'a jamais tué personne. Et je suis ravie que l'exemple poésie te concerne. Donc, est-ce que j'ai donné envie? Bien sûr. Oui, oui. Alors, tu dégageais une telle passion de la littérature que, oui, bien sûr, ça touchait tout le monde. Ça fait plaisir à entendre. Carrément, carrément. Oui. Ça me fait On plaisir ressentait d'entendre. vraiment cette passion. 30 ans après. Chapitre suivant, qui va aussi dans le sens des élèves, bâtir des ponts intergénérationnels. Et cette citation de Benjamin Franklin, comme quoi les Américains ils savent faire des choses bien de temps en temps. Tu me parles, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Bon, quel beau programme. Quel beau programme. Tu peux répéter? Tu me parles, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, Wow, j'apprends. super. Super, super. Ah oui, là on aborde ta spécialité. Mais je me suis un peu perdu les pédales, donc je ne sais pas c'est dans quel chapitre. Pas la poésie. Bon, je vais lire mon petit passage et puis tu comprendras toute seule. Un jour, une petite dame très vive et très énergique s'est présentée dans la classe pour me parler de l'activité parascolaire qu'elle mettait sur pied. Un cours de théâtre. Le feu qui animait son regard a tellement piqué ma curiosité que je me suis inscrit. Peu de temps après sa visite, Nadia, c'était son nom, a convoqué les intéressés à un premier atelier de création. Après une série d'exercices, tous plus déstabilisants les uns que les autres, elle nous a annoncé que nous allions monter ensemble une pièce, que dans quelques mois, nous la jouerions devant public. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais cette expérience a enclenché en moi un important changement de perspective. J'ai compris que l'école pouvait être autre chose qu'un lieu d'activité scolaire plate, qu'elle pouvait aussi être un lieu de loisirs, de découverte et de plaisir, ce qui a entraîné un phénomène nouveau pour moi. J'avais hâte d'aller à l'école. 2 soirs par semaine, je me couchais en rêvant de l'atelier de théâtre le lendemain après-midi. Au cours de l'atelier, nous allions travailler des scènes, des personnages, placer nos voix ou faire de l'improvisation. Pendant les 3 années où j'ai été membre de la troupe, nous avons monté et présenté 2 pièces de Molière et 12 hommes en colère de l'original de machin chouette que je ne connais pas. Cette expérience m'a permis d'explorer le bonheur de vivre des moments forts, d'accomplir des choses ailleurs que sur une patinoire. J'y ai appris à résoudre des conflits et à foncer malgré le doute, en plus de connaître la joie euphorisante de jouer sur scène devant parents et amis. Mieux encore, je vivais tout cela à l'école, ce qui modifiait entièrement la perception que j'en avais eue jusque-là. Donc je te donne la conclusion. Bon, tu peux parler de ton expérience. Ah oui, donc l'expérience de théâtre dans ma vie, ça a commencé quand j'étais à l'école. Normal, tout le monde fait du théâtre à l'école. Mais en première secondaire, c'était l'expérience avec un grand E du théâtre, parce que c'était une vraie pièce de la littérature française, de Tristan Bernard, l'anglais tel qu'on le parle, et la prof de français,
elle a pris, comme à l'époque, les meilleurs en français pour jouer la pièce de théâtre. Et une chose bien pour moi, c'est que j'ai été choisie donc pour un petit rôle d'abord et puis pour le rôle principal de la pièce. Mais là, j'ai entendu les applaudissements des amis, de leurs parents, de toute la salle de spectacle. Et j'ai jamais oublié ça. C'est resté quelque part dans ma tête. Et à la fac, une petite expérience de théâtre. À la fin, je voulais toujours, s'il s'agissait de fêtes, de cérémonies, de présenter quelque chose avec les amis. Mais les 4 ans de la gestion dans ma vie professionnelle sans théâtre, première année d'enseignement sans théâtre, mais tout a commencé avec la visite du poste de police dont on a parlé au début, parce qu'il fallait présenter, comme on a dit, une scénette à la fin. Donc j'ai pris une émission télévisée égyptienne, Khalf el-Aswar, et je l'ai francisée, et j'ai fait un sketch, une scénette nommée Derrière les barreaux, et j'ai entraîné les images, j'ai écrit, rédigé le texte, composé, imaginé les personnages, entraîné les filles, conçu le costume. Tout a été monté en quelques jours. Et puis, je trouve la responsable de cycle m'appelant dans le bureau de la directrice à ce moment pour me proposer une formation de théâtre avec l'Institut. Et au Caire, et c'est de là où a commencé la grande histoire. Ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, j'ai 23 ans d'expérience. J'ai 23 pièces de théâtre parce que chaque année, j'écris, je mets en scène une pièce de théâtre avec les jeunes. Et je suis la 24e pièce de théâtre, 24e année, mais ce n'est pas les chiffres qui comptent. Là, c'est les êtres humains. Parce que, justement, les élèves, là, je ne choisissais plus les meilleurs, ouverts à tout le monde. Ceux qui veulent s'inscrivent et le théâtre fait son effet magique. Avec toute la méthodologie que j'ai apprise, exercice de respiration, de voix, de langage du corps, d'improvisation, on sortait, et quand je dis on, c'est moi aussi, donc c'était un nous qui sortait des habitudes quotidiennes, de la routine, de tout ce qui entrave, de tout ce qui empêche, de toute la résistance, et on était autres pendant l'atelier de théâtre. Et bien sûr, elles étaient encore une fois autres que leur nature sur scène parce qu'elles rentraient dans la peau des personnages. Et les yeux brillaient, et les personnalités se transformaient, et le courage s'installait, la confiance en soi y était, la satisfaction des applaudissements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, quand j'entends au bout de plus de 20 ans la vie des anciennes qui ont maintenant 35 ans, 36, 35, et on descend jusqu'à la Benjamin que j'ai dans ma troupe cette année, elle est en 3e primaire, donc 10 ans, 35 ans, et j'entends l'effet et l'impact, effet sur le moment et l'impact sur les années, qu'a fait le théâtre sur ces jeunes, à l'école, à l'université, avec la famille, après dans le monde du travail ou des études, donc j'ai vu, et les enseignants, collègues ont vu, et les responsables de cycle ont vu à quel point le théâtre transformait. La prise de parole en public, ça montrait que cette fille a fait du théâtre l'année d'avant. La confiance en soi, le niveau de langue française, les initiatives, le sens de responsabilité. Ce n'était pas que les applaudissements. On se transformait et on se transforme et je me transforme par le théâtre jusque-là. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'affrontait pas de problèmes. Parce qu'il y avait... toujours, je crois. Ah, oui, oui. Parce qu'on faisait face à cette minorité d'enseignants qui voyaient dans ces activités perte de temps, chaos,
cause d'impertinence, parce que l'expression de soi est vue impertinence par certains. Donc, mais j'ai continué, la vérité. J'ai pas vu à droite, j'ai pas vu à gauche, j'ai vu ce que je voyais, ma passion, mes convictions, ma vision. Et voilà, c'était lancé, c'était parti, ça ne s'est pas arrêté. Et donc, si je me mets à dire les effets du théâtre, je peux dire juste une chose, c'est que le théâtre transformait les rebelles de la classe. Parce que les rebelles qui sont toujours renvoyés à l'extérieur de la classe, dans la salle de je ne sais pas quoi pour faire des devoirs, avec des moins 5, moins 10 et toujours grondés. Et puis un enseignant passe à l'autre, la renommée de la fille. Donc la promotion arrive et toute l'équipe des enseignants savent que X, attention, et tu vas pas tarder à la renvoyer de la classe. Et c'est ce qui se faisait. Moi, je ne renvoyais pas. Et un pas sur l'autre, un jour sur l'autre, expérience sur l'autre. Le théâtre transforme les rebelles en de vrais responsables, parce que les rebelles sont des gens qui ont de l'énergie, sont des gens qui ont... Je confirme. qui ont de l'énergie, qui ont du pouvoir, qui ont un leadership, qui ont des politiques qui n'existent pas chez les autres. Et pourquoi ne pas les canaliser positivement? Et pourquoi que cette énergie ne soit pas dépensée? Dépensée, il ne faut pas étrangler cette énergie, que ce soit dépensé, mais correctement. Et cela va produire un renouvellement d'énergie, ça va faire baisser cette force de rébellion, parce que ça va aller dans un sens de créativité qui, lui, nécessite aussi de l'énergie. Voilà. Donc, c'était simple. On ne va pas les pondre. On va leur dire, oui, on a besoin de cette énergie. Et dès que l'énergie sortait dans les activités qui demandent une dépense d'énergie, soit pour cette raison, les élèves devenaient autres élèves en classe, soit pour la raison de peur de perdre leur place, parce que si on est puni, une punition sur l'autre, sanction finale, c'est non mais vous êtes privé de votre activité. Voilà. Alors théâtre, c'est un mot magique, c'est le mot-clé, je confirme, à travers les ans. C'est une excellente transition pour moi, parce que moi, il y a un aspect du livre qui, du coup, je change de casquette pour mettre ma casquette de psy, pour dire que ce monsieur, au tout début du bouquin, il a comme ça des phrases qui ponctuent, qui répondent à une vraie attente de l'enfant même jusqu'au bac. Rassurez-vous, je suis là. C'est excellent. Je ne suis pas le haut représentant de l'autorité qui sait tout, qui a réponse sur tout et qui a un pouvoir de persécution et de punition et de machin. Rassurez-vous, je suis là. Je suis là pour vous apprendre quelque chose. Et il conseille évidemment, ce qui devrait se faire partout, de vérifier les aptitudes envers les enfants avant de traiter avec des enfants. Et le nombre de cas de patients auxquels je suis confrontée qui, bon, papa, maman, c'est classique, c'est freudien, tout va bien. Mais quand il y a le prof qui s'en mêle, quand il y a l'entraîneur de sport qui s'en mêle, comme figure d'autorité qui fait connaître à l'enfant l'injustice, qui fait connaître à l'enfant la représentation imbécile de l'autorité, qui a le culot de frapper, de donner une tape, d'engueuler, d'humilier. Ça, je trouve ça inconcevable, parce que le prof, il a un rôle d'adulte qui va marquer tous les enfants intérieurs. Et ils vont se promener avec leur enfant intérieur, les adultes, avec un enfant intérieur traumatisé. Parce que comme le père, comme la figure maternelle et comme la figure paternelle, la figure de l'enseignant laisse des marques, laisse vraiment des traces. Et ça,
je m'adresse à tous les enseignants en leur disant, pour l'amour du ciel et du bon Dieu, vous pouvez être la cause de catastrophes psychologiques véritables. Je confirme que j'aimerais dire quelque chose là-dessus, Oui. c'est que quand l'enseignant oublie qu'il est adulte responsable et il se prend tête à tête avec l'élève et il exerce son pouvoir et sa force, là c'est que l'enseignant doit aller consulter un psy, vraiment, parce que là, j'ai jamais accepté qu'un enseignant, quand j'étais proviseur, me dise Khoudi haqqi. C'est un élève, c'est un enfant. C'est à nous de lui apprendre, de le dresser, de le former. Donc on est responsable de l'enfant. Depuis quand l'enfant, enfin, on va se mettre à force par égale avec l'enfant. Donc je confirme parce que ça pose des problèmes et ça ne s'efface pas facilement. Il faudrait aussi faire une sélection des enseignants. Des tests psychologiques. Oui, parce que Par dans exemple. son CV, ses compétences d'éducation, ses compétences de langue ou n'importe quelle matière va enseigner, on doit savoir comment est son comportement avec Voilà, les élèves. bien sûr. Il peut être excellent comme prof, Oui, tout à fait. comme enseignant, mais pas comme prof avec les élèves en classe. Mais le problème, c'est que c'est pas enseigné. On enseigne la connaissance. Moi, je le sais, je viens de France. On enseigne la connaissance, mais on n'enseigne pas le comment faire. Le comment faire, il arrive quand on se retrouve devant une classe et on se démène. Et c'est la vraie connaissance de notre métier qu'on nous tient comme ça. C'est comme ça qu'on se forme. Parce que quand on va à des réunions, des baratas, on va à des classes modèles, mais les classes modèles, c'est des classes avec très peu d'élèves, des élèves souvent triés sur le volet, qui ont du matériel, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Et c'est vrai que ça a toujours été, et je crois que ça l'est toujours, l'enseignement n'est pas formé. Enfin, l'enseignant n'est pas formé. Et c'est pas facile de former quelqu'un, ça. Même D'accord. dans les formations des profs, quand ils sont en train de faire des études, dans ces études, on doit avoir comme une partie pour comment avoir un comportement avec les élèves. Mais on l'a. Je vais te dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle savoir, savoir-faire et savoir-être. Tout est concentré sur le savoir. Le savoir-faire, on le dit pendant les formations. Le savoir-être, bien sûr, on le dit aussi, mais à la fin, pendant les formations. Et comme Madame vient de dire, toute la formation elle est basée sur le savoir et tous les tests et les diplômes et la faculté et tout, c'est sur le savoir. Bien que ça doit être vraiment à part égale, arrivant au savoir-être, parce que je peux prêcher quelque chose dans mon savoir, ne pas savoir l'appliquer et ne pas la représenter moi-même, et du coup, je ne donne aucune leçon à l'enfant qui est devant moi. Ne pas savoir transmettre. Tout à fait. Le bon prof, entre guillemets, parce que bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est celui qui arrive à transmettre. Et quand il arrive dans une classe, quelle que soit la classe, il sent le climat de la classe. Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs fois, enfin, je pouvais avoir 4 quatrièmes, par exemple, et à des niveaux différents, et à des heures différentes. Il ne fallait pas les prendre de la même façon. Il ne fallait pas commencer le cours de la même façon. Il fallait parfois attendre, et puis ensuite, hop. Mais tout ça, c'est une pratique qu'on acquiert avec l'expérience. Et on ne l'apprend pas, enfin on l'apprend de nous-mêmes. On ne nous l'apprend pas. À ce propos, je dirais en faveur des enseignants, c'est une citation de Libodos, il faut payer les enseignants, sinon ce sont les enfants qui payent. Et là, le salaire des profs, C'est vrai. de par le monde, c'est vraiment dévaloriser la profession et ne pas motiver du tout. Bon, la troisième,
perds le mot. Mais enfin, je voudrais dire que là, on a parlé des parents, on a parlé des élèves, on a parlé des profs, et il reste à parler des parents. Puisque la réussite d'un élève est le centre d'un triangle formé des parents, de l'enfant et des intervenants de l'école. Or, si les enseignants et les établissements ont un rôle à jouer, je rappelle qu'il est du devoir des parents de fournir un encadrement favorable à la réussite scolaire de leurs enfants. Les enfants apprennent beaucoup par mimétisme. Ils nous écoutent quand on leur fait la leçon. Ils nous regardent agir et en tirent des conclusions. Il est par conséquent dangereux pour des parents pour faire passer les vacances et les activités de loisirs devant le devoir d'apprendre, de fournir des efforts, d'aller jusqu'au bout, etc. Les parents se doivent d'appuyer l'école parce qu'elle va permettre un jour à l'enfant de devenir adulte, d'avoir une meilleure santé, un meilleur salaire et une meilleure qualité de vie. L'école n'est pas une garderie où l'on envoie ses enfants ou ses adolescents parce qu'on travaille. La valoriser fait partie du rôle des parents. Bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, quand même, parce que souvent les parents doivent se battre pour que leur enfant soit correctement traité à l'école. Mais bon, on ne peut pas parler des enseignants et des élèves sans parler rapidement du rôle des parents. Mais bon, sous mon autre casquette, laissez-moi les parents, je m'en occupe. Le troisième segment, c'était ça le mot que tu cherchais? Segment du triangle. Côté. Merci. Côté, c'est aussi simple que ça. Moi, je dirais qu'il y a deux types de parents. Les parents coopératifs, Oui. et avec lesquels ça se passe bien. Quand il y a des problèmes, ils comprennent, ils nous aident. Et les parents pas coopératifs qui viennent pour nous critiquer, qui viennent pour s'opposer, parce que certainement, dans leur enfance, quand ils étaient élèves eux-mêmes, ils ont été frustrés, et ça, bon, ça arrive. Et donc ils reportent ça sur le prof. Moi, je l'ai eu ça. Et ça arrive aussi. Donc, ici, je ne sais pas trop. J'ai pas eu de problème avec les parents. Par contre, en France, les parents rentrent facilement de l'école et viennent s'opposer trop facilement, je trouve. Oui. Et les parents en France voient qu'ils sont dans un parti séparé que ceux des enseignants. C'est pas tous les deux, ils forment ensemble un parti pour le bien et dans l'intérêt de l'enfant. Ça dépend des gens. Ça dépend des Majorité. Il y a de tout. Ok. Il y a de tout. Un élément qui peut rentrer en cause, à mon avis, en jeu, c'est aussi le rapport des parents à l'école. Il est lié aussi au niveau social et au rapport avec l'argent. Absolument. Parce que je pense qu'on ne voit pas l'école de la même manière, dans un même lieu, dans une même école, avec le même personnel enseignant. À partir du moment où on considère que l'école, on paye, on a droit à un service, à partir du moment où on considère que l'école, c'est l'élément majeur de notre vie avec notre enfant et avec laquelle, quelles que soient les questions d'argent, on doit être en communion pour que tout se passe bien. À partir de ce moment-là, même au sein des parents d'élèves, il y a une incompréhension totale. Et ce qui pose parfois problème. Parce qu'en fait, on n'arrive même pas à trouver de solution. On ne parle pas la même langue entre parents et donc ensuite on a du mal face par exemple à une institution en difficulté, et bien on aura d'autant plus de mal à trouver des solutions puisqu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et même par rapport aux enfants, ça pose problème puisque l'enfant voit en effet ce que les parents lui donnent à voir de l'école. Si l'école est sans cesse critiquée, il ne va pas en avoir une bonne image. C'est la même chose pour les professeurs. Et le fait de l'autorité, en effet, ça se joue d'abord à la maison. Pourquoi il y a des règles à suivre? Pourquoi tout ça, ça s'apprend déjà à la maison et ensuite ça aide par rapport au contexte de l'école, tout en étant en effet attentif. Moi, par exemple, j'ai un rapport à l'école. Pour moi, c'est le plus bel endroit du monde et je voudrais que les professeurs soient les meilleurs salaires du monde, devant tous les Bill Gates et tout ce que vous voulez. Parce que parallèlement, moi j'ai vécu l'école comme une chance, j'ai eu des professeurs auxquels je pense encore. Ma petite sœur est passée 5 ans après, ça a été une catastrophe. Elle a été en échec scolaire jusqu'au bac professionnel parce qu'on a été derrière elle, sinon elle aurait été, à mon avis, éjectée de l'école. Dans la même école, la même petite ville, les mêmes
même structure et pratiquement tous les mêmes professeurs, sauf une qui en effet l'a détruite en la mettant au fond de la classe et voilà. Et je ne peux pas dire je ne veux pas que cet exemple-là porte sur tous les autres enseignants, puisque moi-même je n'ai pas vécu ça. Mais je sais que ma petite sœur, et jusqu'à aujourd'hui, elle en a les séquelles. Donc l'école est vraiment, et pour les mêmes parents, toujours attentifs, mais qui avaient une confiance énorme à l'école. Et je suis là où je suis aujourd'hui grâce à l'école républicaine. L'école de la République. Et je viens d'un milieu modeste. Et je remercie l'école, je remercie mes parents et l'école. Et je sais aussi que ma petite sœur a failli être à côté dans ce même système. Ce qui veut dire à quel point c'est très délicat aussi. On peut avoir le même contexte, mais avec un enfant ça va aller, l'autre enfant non. Parce qu'il n'y a pas non plus forcément l'attention. Ça remonte, on est vieille pourtant avec ma petite sœur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a plus de moyens d'être attentif à l'enfant, attentif à sa vie à l'école, sans être non plus intrusif, ce que je reproche à certains parents. Je sais que c'est un moment, c'est quelque chose d'important pour moi, mais je sais que l'enseignant, il est enseignant. Est-ce que nous, parfois, on n'arrive pas à gérer à la maison? Ils ont 25 élèves, 8 heures par jour au moins. Comment il faut être vraiment fort. Il faut être fort, il faut les soutenir. Ils en ont 25 à guider. Alors nous, parfois, on a du mal avec un seul. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment être le seul moyen et qu'il y ait une coopération pour à la fois l'enfant, tout en premier lieu, et aussi et que tout le monde soit heureux. Parce que c'est le plus beau métier du monde. À mon sens, c'est le plus beau métier du monde. Vous formez des gens, vous donnez, vous créez, quand on voit à quel point tous, je pense qu'on a le souvenir d'un enseignant qui nous a ouvert, passionné, intéressé, pour qui on aurait été décroché la lune, même s'il y en a eu qu'un, c'est extraordinaire l'impact que peut avoir un enseignant sur nos vies. Donc, mais il faut quand même actuellement, à mon sens, faire très attention parce qu'il y a de plus en plus de barrières et d'obligations et d'intrusions et on ne sait plus qui fait quoi, comment et je crois que tout ça est négatif pour les enfants. Moi je voudrais rajouter une chose, surtout par rapport à la France. Bon, ici je n'ai pas senti, mais en France il y a une vraie crise des valeurs, le métier est totalement dévalorisé et on ne respecte plus les professeurs. Depuis longtemps, hein, il y a 10 ans quand j'y étais, c'était déjà comme ça. Maintenant, c'est pire. Maintenant, on va tuer les profs dans la classe. Voilà. Donc, ici, je sens beaucoup plus de respect. C'est peut-être aussi pour ça que je me sens mieux. Quelle que soit l'école, hein, j'étais au lycée français, je suis à la Mère de Dieu, je sens un respect, je sens que les parents, même s'ils contestent, respectent ce que je fais. Et ça fait du bien. Et ça, je ne l'ai pas eu vraiment, j'ai eu beaucoup moins en France. Même s'il y a des gens évidemment qui respectaient, qui reconnaissaient ce qu'on faisait, etc. Les profs sont malheureux en France. Vraiment. Oui, Une toute petite anecdote qui m'a marquée quand j'étais petite. Ma grand-mère paternelle, alors que j'étais petite, j'étais déjà assez âgée, écrivait encore chaque année sa maîtresse qui lui avait fait passer le certificat d'études tellement elle était heureuse de cette femme qui lui avait permis d'aller jusqu'au certificat d'études, sachant qu'elle s'est arrêtée après, à l'époque on n'allait pas plus loin, surtout dans le milieu dans lequel je viens. Et donc elle écrivait, elle prenait le stylo et elle écrivait la lettre à sa maîtresse d'école. Et moi ce lien-là à la maîtresse d'école, j'en ai la chair de poule. Moi j'ai grandi avec cette idée-là du professeur et qui était dans les films populaires que je pouvais regarder, il y avait deux autorités dans les villages français, le curé et le professeur d'école, qui d'ailleurs est en opposition très souvent quand en général les professeurs étaient communistes et puis les contre-les. Donc j'ai grandi avec cette image-là du professeur réactionnaire et puis le curé. Mais c'était les deux autorités pour en tout cas les générations d'avant. Et aujourd'hui, on est très loin de tout ça, absolument. Je ne dis pas que c'était forcément bien. Mon papa, par ailleurs, parlait de professeurs terrifiants qui tapaient avec les règles sur les doigts et qui étaient vraiment des peaux de vache, excusez-moi
l'association. Non, Donc, non, mais encore une fois, je tout t'ai tout n'était pas excusé. idyllique. Mais le rapport des parents professeurs était assurément Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'exemple que je viens de donner, par rapport au fait qu'effectivement, on peut être dans le même milieu, dans la même école, dans la même ville, mais on n'a pas la même perception des choses par rapport aux gens. Et ça, effectivement, à l'école, il n'y a pas cette différenciation-là qui suit au niveau des enseignants par rapport aux enfants. Les enfants ne sont pas pareils. Ils ne doivent pas être traités de la même manière. Ils doivent être. Il y a une très belle anecdote. On dit on ne peut pas enseigner à un poisson et à un renard, à différents animaux, la même chose. De On ne va grimper pas des donner un arbres. examen à un poisson de lui donner à la fin, comme un singe, de grimper sur un arbre. Non, tu lui donnes l'examen, tu lui donnes l'enseignement dont il a besoin. Et ça pose un très gros problème effectivement dans nos écoles parce qu'on veut traiter les 24 élèves de la même manière. Alors chacun il a vraiment ses spécificités et un enseignant malheureusement jusqu'à ce niveau-là il ne peut pas, vu l'effectif, vu la charge effectivement du programme, on doit suivre le programme tout le temps. Il n'a pas cette marge effectivement de pouvoir être en contact avec les enfants et connaître chacun. Il n'y a pas cette marge, mais la mentalité non plus. Oui, oui, entre autres, parce que Pour la il est submergé majorité, aussi, parce que on peut comprendre aussi la situation des enseignants, ils sont submergés par le programme, par la course pour arriver effectivement à terminer leur programme et tout. Après, il y en a effectivement qui font beaucoup d'efforts, mais personnels, ça reste personnel. Et à l'école française, heureusement, moi j'ai connu quelques-uns effectivement qui font des efforts personnels pour sortir un peu de. Mais ça aussi, c'est parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués ainsi et dans un environnement aussi qui les a encouragés. Donc l'encouragement de l'enfant, c'est ça. surtout le problème de la normalité. La normalité. Je déteste parce que, encore une fois, pour reprendre quelque chose qui m'est très personnel, je n'ai pas eu de souci à l'école, tout allait bien. Ma petite soeur qui avait certainement besoin d'un accompagnement particulier, ça a été une catastrophe. Et mon petit cousin qui a commencé à perdre la vue a été éjecté. Donc à nous trois, on est les exemples même de ce qu'une société qui se base sur une normalité peut faire. Voilà. Moi j'ai convenu un peu de ton cadre et c'est bon. Ma petite soeur, elle avait une différence, ça a été une catastrophe. Et mon cousin, il a carrément été éjecté parce que handicapé. Voilà. C'est ça le système aussi, si on fait de manière un peu abrupte. Le système actuel, il est comme ça. Dès qu'on n'est pas normal. Et cette normalité, moi je déteste ce mot, c'est un mot que je ne sais même pas ce que ça veut dire, la normalité, d'accord. Je ne vois pas normalité par rapport à qui. Par rapport à qui. C'est nous qui faisons les Et ça normes. fait des catastrophes. Moi j'ai vécu par deux fois. J'ai vécu 2 fois dans ma famille. Et mener une enfant par la main, à reculant, la forcer à l'aller, c'est la pire chose que c'est terrible de pousser un enfant à aller à l'école parce que c'est un lieu où il va être mal pendant toute la journée et vous ne comprenez pas parce que c'est pas du tout ça pour vous. Enfin, c'est vraiment des choses auxquelles il faut un peu réfléchir parce que c'est pas des cas isolés du tout. Non, tout à fait. Et ça pose problème et ça fait des gens pas bien et ça fait des professeurs surchargés qui se battent sans cesse pour essayer parce que eux ont compris qu'il leur faut plus de temps pour tel élève ou tel élève. Ils ne vont pas leur en donner la possibilité. Et ça C'est des efforts personnels. oui, jusqu'au moment C'est un choix. C'est un choix personnel. Et la personne, elle est responsable de son choix. oui, on va le lui dire d'ailleurs, c'est ton choix à toi, donc pas d'augmentation, Voilà, c'est ton choix voilà. à toi, pas d'amélioration, c'est ton choix à toi. Et ton collègue, tu ne vas pas lui imposer, c'est ton choix à toi. Oui. Si lui ne le fait pas, allez pour l'enfant. C'est incroyable de niveler comme ça. Oui, Moi, je parais subversif. Je suis enseignante depuis tout le temps. Et je dis et j'affirme que l'école, elle casse les élèves. Elle les formate et elle les casse. Elle ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, de se développer. Comme ça dans la règle, déjà rien que les notes. Les notes, c'est quoi? Pour moi, ça. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais à mon niveau et à mon âge, une note, ça ne veut rien dire. Et puis ça casse, ça humilie pour ceux qui n'ont pas des bonnes notes. Ceux qui ont des bonnes notes ne sont pas meilleurs que les autres, mais bon,
ça donne des valeurs qui sont biaisées. Totalement. S'ils font des bonnes notes, ils seront malades parce qu'ils ont 9,5 sur 10. Oui, c'est pas c'est juste. Je sais, parce que je l'ai dit aussi. Ah mon Dieu, tu as que 18. Mon Dieu, c'est catastrophique. Autre chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faudrait abolir le classement. Qu'est-ce que vous en pensez? Le classement. Ah, le classement. Oui. Je suis Au totalement lycée d'accord. français. À l'école française, c'est bien jusqu'à fin primaire. Il n'y a pas de notes, ça. Mon au moins, fils était non, au ça, lycée mais français, il n'y avait pas de classement. il y a Non. jusqu'au primaire. Dans les Après, écoles égyptiennes, si. En fait, Yasmine, si on ne commence pas par le score de la Sanawiya Amma pour l'intégration des universités, donc ton idée va ruiner le rêve des élèves. Parce que si on ne leur apprend pas depuis tout petit à avoir la note, parce que c'est la note qui va leur permettre en terminale d'intégrer la faculté voulue, c'est fichu. Donc, je serai d'accord. Si on commence par la fin. Mais si on laisse la fin basée sur la note, donc il faut leur apprendre à veiller sur les notes depuis le début. C'est une catastrophe. Parce qu'on se trouve, enfin, moi je vois par exemple dans un domaine, en France, les gens, beaucoup de gens curés pour être inspecteurs au niveau des deux inspecteurs du service des antiquités. Parce qu'ils sont comme sur les chantiers de fouilles. Enfin, il y a des gens, voilà, jamais, ils paieraient pour ça. Et on se voit avec des gens qui ont eu de mauvaises notes et qui n'ont pas pu faire autre chose. Donc ils sont sur des chantiers de fouilles sans aucun intérêt pour ce qui se passe. Et ils ne savent pas, et juste parce qu'ils n'aiment pas ça, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs. Et pourquoi c'est pas un choix pour ce qu'on aime faire? Pourquoi c'est la note qui décide si on va faire médecine ou avocat? Ça n'a rien à voir entre médecine et avocat. Bien sûr. C'est terrible de t'obliger comme ça, et que ce soit avant tout la note qui décide de l'avenir. Surtout qu'il y a beaucoup de métiers, on le sait presque tous, c'est des vocations. Sinon, on n'est pas bon. Enfin, comme le métier C'est belle la phrase, je vais la retenir. C'est des vocations. Et c'est pas que Oui. on n'a rien trouvé d'autre. Voilà, ça ne doit pas être ainsi. Oui, je trouve même dans l'âge du secondaire, en terminale par exemple, on est 18 ans, 19 ans, je trouve que c'est très jeune pour décider tout notre futur. On n'est pas à tout le sens de responsabilité que ce sont des notes importantes qui vont décider notre futur. Donc c'est une très grande décision pour des adolescents et on peut le regretter pour le reste de notre vie. Et même les domaines, le fait qu'on doit choisir seulement un domaine spécifique, par exemple si j'aime les choses scientifiques, mais plutôt je préfère des choses littéraires, donc quel domaine je dois choisir en deuxième? C'est difficile jusqu'à maintenant, sur mon premier secondaire maintenant, et on pose les questions, c'est on veut choisir le domaine littéraire ou Il scientifique. faut choisir un seul rêve et sacrifier l'autre. Et ça, c'est pas la chose la plus logique à faire. Quand même. Mais si j'aime les deux, qu'est-ce que je dois choisir? Pourquoi limiter les domaines? Il y a des travails, on trouve par exemple des ingénieurs qui travaillent une autre chose en vain. Donc, pourquoi tu étais d'ingénieur dès le début? Car c'était le, comment on dit, collège commun. Oui, lui, ingénieur, des études de médecin, valeur. et il choisit enfin un travail qui n'a pas totalement différent. Donc c'est un peu limitant d'avoir des domaines à choisir. En fait, c'est vrai que c'est Vraiment. Oui. Je les admire à chaque fois. Oui. Yasmine, pour répondre personnellement à ta question, oui, pour l'abolissement du classement. Je ne parle pas des notes. Oui. Le classement, donc, Premier- faire cette distinction entre les élèves, créer des frustrations, comparer, c'est pas les notes, c'est pas les notes en soi. Le 28e, il est mieux que le 27e. Voilà, le premier, oui, c'est normal qu'il soit récompensé, mais toi, tu es le dernier de la classe. Mettez toujours les deux ensemble, classement et notes. C'est pour ça que ma réponse était sur le score. Pour les notes, je comprends. Oui, bien sûr. ok. Par exemple, au lycée français, Ah, il y a toujours les notes, il y a le bac, oui. mais il n'y a pas de classement. Ah, Tu vois, ah oui. c'est
c'est pas lié. Donc, ok. Je suis d'accord. Je peux vous proposer une petite page que je vais essayer de lire rapidement en guise de conclusion, puis on se donne le temps qu'on veut pour en débattre. Comme ça, j'aurai fini mon devoir. On va te mettre une bonne note. Et le classement? Ah, il faut vous débattre encore. Mettre les échos. Voilà. Nous sommes les profs et on met les notes. J'accepte. On est d'accord. On est On est d'accord. Comme tous les enseignants, je souhaite ardemment que mes élèves réussissent. Pour y arriver, il faut 3 éléments fondamentaux. La création d'un lien affectif avec l'élève, la connaissance des programmes et la maîtrise des techniques pédagogiques éprouvées. Le bon sens dicte un 4e élément, la valorisation de l'effort et du travail bien fait. Il est enfin très important d'exposer les élèves à des expériences nouvelles ou surprenantes pour leur donner le goût de revenir à l'école le lendemain. Voilà pourquoi j'ai toujours tenté de les déstabiliser, de les surprendre, de leur faire vivre des émotions fortes. Pour arriver à créer en classe un climat qui soit différent et particulièrement stimulant, il m'a fallu parfois bousculer les règles. J'ai compris rapidement que dans une école, la volonté de procéder autrement a parfois pour effet d'attirer sur soi la grogne de tous ceux qui préfèrent suivre les voies rassurantes de l'habitude et des horaires conventionnels. Donc, casser le moule. Nos écoles sont devenues des boîtiers de montres. Chaque personne est un engrenage et le tout forme un système en apparence bien rodé, doté d'un tic-tac régulier rassurant. On évite les abus, certes, mais en nivelant vers le bas, on cultive parfois la médiocrité. Pas question d'encourager les initiatives hors normes ou au risque de dépasser le nombre de minutes prescrits et le mouvement de la montre pourrait se déglinguer. À l'évidence, il faut revoir notre façon d'écrire les conventions collectives pour y parler du contexte québécois, même si tout en surface tout semble fonctionner. Il faut briser le moule, casser la montre pour accorder plus de pouvoir aux directions d'école afin qu'elles soient en mesure de mieux gérer leurs ressources humaines et de prendre les décisions qui s'imposent. Les enseignants sont la plus grande richesse d'une école. Débarrassons-les de la bride qui les empêche d'exprimer leur talent. Et sa conclusion à lui, chaque fois que j'entre dans une classe, chaque fois que je regarde mes 2 filles, je me dis que nous avons une grande responsabilité envers les jeunes. Celle de leur ouvrir la voie vers un avenir où rien n'est impossible. Pour ce faire, il faut leur donner la meilleure éducation qui soit. Nous devons absolument changer de cap et faire de l'éducation notre priorité nationale. De cette manière, nous pourrons lutter contre la pauvreté, contre l'intimidation, défendre notre langue, relancer notre économie. En clair, notre survivance comme peuple dépend de notre capacité à réinventer l'école et à valoriser l'éducation. Puissions-nous avoir le courage. Je trouve magnifique ce livre. Oui. Vraiment. Très simplement, il a vraiment tout résumé. Mona, tu voudrais ajouter le mot de la fin avant de lancer ou de continuer le débat puisqu'il est bien entamé? Le mot de la fin, c'est que un enseignant est un comédien parce que il doit attirer l'attention, il doit surveiller l'occupation de l'espace de la classe, il doit distribuer également son attention et ses regards, il doit jouer avec l'intonation de sa voix. Capter les regards des spectateurs. Et capter les regards des spectateurs et être en comédie, en pièce de théâtre, en interaction, parce qu'il n'est pas le comédien, enfin, il a un rôle, oui, le rôle principal, mais il n'est pas le seul. Donc il y a des spectateurs qui vont contribuer, parce que maintenant, si je dis le prof il est comédien, c'est pour dire en quoi consiste son rôle, mais aussi dire que les élèves ne sont pas des spectateurs. Les élèves doivent participer au cours et avoir un rôle d'acteur. Et si on arrive à ça, si on crée l'enseignant comme ça, l'enseignant sera
enseignant en classe, il aura un rôle avec ses enfants chez lui. Il saura gérer les situations de la vie quotidienne, même avec un chauffeur de taxi, parce que tout est dans la tête. Après, pour l'école, le directeur. Enfin, le proviseur, c'est le mot-clé parce que s'il ne s'attarde pas sur les détails, s'il ne met pas sa politique, s'il ne veille pas sur tout ce sur sa vision appliquée, chacun aura sa propre république dans son coin, dans la salle de professeur et dans sa classe et dans l'activité, mais il faut que ce soit ça, mais toujours possible de réinventer l'école. Il est toujours possible. Et s'il y a un lieu qu'on peut réinventer, c'est pas mieux que l'école. L'école, c'est la meilleure terre fertile pour que ce soit réinventé. Et merci. Vous attendiez à ce qu'on se débattait, mais c'est le débat il est ouvert. Malheureusement, on est sur la même longueur d'onde. et du coup, voilà, donc Nasli, merci pour la médiation. Merci Reda. Mais merci pour les participants qui n'ont pas été spectateurs, spectatrices, parce qu'il y a vraiment chaque chose qui a été dite avec beaucoup de richesse au débat, vraiment. Oui. Moi, je suis vraiment reconnaissante pour cette perspective-là du débat, parce que quand j'ai lu le résumé sur Facebook, je m'attendais à ce qu'on discute le fait de réinventer l'école à travers la technologie, l'intelligence artificielle. Les effluves. Alors qu'il y a beaucoup plus important à faire. Oui. La conception même, la vision de l'enseignement. Ça, c'est secondaire. Les projecteurs, le IA, je ne sais pas quoi, c'est secondaire. Donc, après avoir inventé les tableaux blancs interactifs, maintenant on va contre les tableaux blancs interactifs. Donc, oui. Parce que l'essentiel, c'est l'enseignant. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils étaient beaucoup plus cultivés avant, autrefois, sans technologie. Tout à fait. Le tableau noir et la clé. La santé mentale de l'élève enfant, c'est la plus importante. Par exemple, je parle de point de vue étudiant dans cette année en premier secondaire. Comme élève maintenant, par exemple, nous détestons le ministère d'éducation. Mais pourquoi? Car il est... Et le ministre. Non, mais il nous met trop la pression dans la première année du lycée pour qu'on puisse choisir. Donc les profs, ils nous discutent tout le temps sur comment il faut choisir les matières de spécialité l'année prochaine et tout ça. Donc en fait, il nous met énormément la pression cette année. Donc on n'aime pas ça vraiment. Parce que par la fin, c'est nous qui... Enfin, la santé mentale. Vous êtes en première secondaire? C'est de mieux en mieux. Je suis trop fière de vous. Je suis fière de vous. Non, mais moi, je suis admirative de leur niveau, de leur maturité. C'est un modèle. Vraiment un modèle. Vraiment un modèle. Saint-Joseph? Oui. Et on est aussi, maintenant, il a inventé beaucoup de devoirs hebdomadaires, je sais pas quoi, des examens du mois. Donc on oui. Les évaluations. C'est beaucoup de pression, il prend du temps du cours qui est important. Donc on est du programme à étudier, mais on perd du temps du cours pour examiner sur le programme avant. Donc il y a des programmes qui s'accumulent et c'est beaucoup de pression. Donc chaque jour on déteste d'aller à l'école et prendre de nouvelles Il a raté son doctorat et vous le faites payer. Non, mais en fait, l'idée de toutes ces évaluations, c'est bien, mais la pratique n'est pas trop. Et toutes les réponses sont sur Internet, donc c'est sans importance. Tout le monde sait les réponses, tout le monde peut les tricher, donc ça ne mesure pas vraiment le niveau de l'élève. Oui, mais ça donne quand même un travail à faire aux élèves. Moi, je trouve que cela peut être mieux dans des autres écoles où les profs ils font pas vraiment beaucoup de choses avec leurs élèves. Parce que là, c'est obligatoire qu'ils le fassent. Si en fait les profs ils font pas ça, et ben, ils peuvent obtenir des sanctions et tout. Donc, c'est le programme est plus grand, mais le temps de cours, c'est pas suffisant du temps. Pauvres jeunes, c'est tout ce que je peux dire. Sans stresser. Parce que vous avez raison. Vous avez raison. C'est une corvée. C'est une
corvée. Moi, je travaille dans une école, enfin, je suis dans la section française, mais mes élèves suivent en même temps le système Les national. deux systèmes. Alors, l'année dernière, elles ont galéré les pauvres. Elles dormaient sur les tables. Elles n'en pouvaient plus. Elles travaillaient jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je ne sais pas le niveau des examens. J'ai jamais fait attention à ça. Mais elles étaient frustrées à tel point que nous, en section française, quand on les récupérait, on devait alléger ce qu'on devait faire parce que ce n'était pas la peine d'exiger autre chose. Et puis, ça faisait de l'ombre à notre travail aussi. Bon, c'est un système particulier, mais je trouve que c'était énorme, cette pression, cette frustration. Pourquoi? Ce que je peux reprocher au système égyptien, c'est que depuis une vingtaine d'années et plus, ça ne fait que changer pour changer, et ça change et ça continue à changer. Et on n'a même pas l'occasion de finir un cycle de projet de système pour l'évaluer. Avant que l'on voit le fruit, on le change et on le transforme. Chaque ministre veut inventer son projet. Et des fois, dans l'air d'un même ministre, tu trouves des changements. Et là, c'est surtout le cycle secondaire. C'est toujours instable. Chaque année, c'est différent. C'est le cycle le plus important. le plus important. Et le plus instable et le plus des problèmes, c'est le cycle secondaire. Bien sûr. Bien sûr. Et à la fac, c'est pareil. On a changé 3 statuts en 7 ou 8 ans. 3 statuts. Ça dépend. Ça dépend du ministère de l'enseignement supérieur ou ça dépend des directeurs. Non. مجلس الأعلى للجامعات le haut conseil ou le conseil suprême supérieur. Pas si haut que ça. Il y a une citation aussi, qu'on dit toujours, que c'est une citation positive, mais ça a devenu le sens très négatif pour moi, que l'école est votre deuxième maison. Mais maintenant, on trouve que l'école... Je veux quitter la maison. Il n'y a pas de nom à la maison, vraiment, c'est comme nous sommes... on visite la maison pour se reposer et on rentre continuer notre journée à l'école. Et après, les profs nous disent, pourquoi vous ne dormez pas à l'école, à la maison, vous venez dormir en classe? Vous avez 10 devoirs seulement hier, pourquoi vous n'avez pas Par matière. Par matière, oui, chaque prof, aussi, chaque programme de matière est très grand, que chaque prof croit qu'on est seulement que son matière. Oui. L'informatique même, le programme d'informatique, ça a devenu très grand, très spécifique, et notre prof nous a dit que ce sont des leçons qu'on apprend dans l'université. Oui, l'université. Lui, il a appris ces choses à l'université, nous on le prend dans le premier secondaire. 50 leçons, et on est 2 ou 3 cours par semaine, 40 minutes chacun, et c'est incroyable. C'est du nouveau. Mais sur ces témoignages en live, on va réinventer l'école. Même pas réinventer, il faut la détruire et la commencer. Voilà. Oui, parce qu'en fait, l'école, ça évolue pas, ça change pas avec le temps. Quand ils ont premièrement créé l'école, c'était pour quand même faire sortir des personnes, des employés qui travaillent dans des usines. Nous, maintenant, on a besoin d'esprit critique, on a besoin des gens créatifs. Mais c'est super que j'entends le mot esprit critique par le ministère du système national. Elles sont vraiment la découverte du débat d'idées. T'es pas purement égyptienne. Je suis vraiment égyptienne. T'es pas purement égyptienne, tu as des origines. Ouais, mais pas français. Oui, mais de quel pays? De la Grèce. De la Grèce? De la Grèce? Ouais, par origine quand même, je suis égyptienne. Ok, mais enfin, tu es là depuis le début de ton cursus scolaire? Ouais, quand même. À Saint-Joseph? Saint-Joseph, dès le début de notre vie. Bravo, Sœur Niad! Sœur Niad, mais c'est excellent! Super! Vous visez quelle faculté? C'est difficile. Bon, je sais pas. On ne peut pas choisir de Je suis divisée entre plusieurs choses, entre par exemple la je partie vais littérature, aller lettres ou bien psychologie. Mais je sais pas, c'est dur quand même. Quelque chose, je vais atteindre quelque chose d'artistique, je ne suis pas sûre encore, ça va être quelque chose d'artistique.
de l'architecture, quelque chose comme ça. Pas sûr encore quoi. Ouais, on a plein d'idées et il faut quand même choisir. Et moins de choix. Nous sommes limités enfin par notre tête. Donc, Oui. Ça nous fait très peur. Par exemple, si je suis passionnée de la psychologie, mais je n'ai pas la note. Oui, en fait, c'est triste, mais en fait, on ne pourra pas mesurer les élèves, surtout pour la terminale, avec leur façon à faire les notes. Parce que les notes, oui, c'est un peu la misère, mais ça donne quand même un retour rapide sur le niveau de l'élève. Et c'est tellement ancré dans Mais ce nos n'est pas jours que toujours c'est vrai. impossible de l'effacer. Je trouve que ce n'est pas toujours le vrai niveau de l'élève. Il peut tricher ou quelque chose, donc c'est pas vraiment ce qui nous semble. Enfin, ou c'est l'opposé, c'est un élève brave, mais il est. L'atmosphère de l'examen est très stressante, donc il ne fait pas bien dans l'examen. Même s'il a bien étudié, donc c'est pas équilibré. Il y a la chance. On ne respecte pas la différence du niveau des élèves. Il y a la chance qui joue énormément, bien sûr. Bien sûr. Et aussi, on n'apprend pas à l'école des importantes compétences pour la vie professionnelle. Oui, par exemple, comment gérer le stress, comment se débrouiller, Comment être intelligente émotionnellement, comment se débrouiller avec les gens, comment être sociable. Pas forcément en ensemble. Mais comment conjuguer les verbes au passé composé? Récite, le verbe au subjonctif passé et... En fait, on a à notre école des cours on l'appelle des cours de vie, donc on parle dans ces choses, mais c'est une fois par semaine. Donc on donne une importance à ça, mais c'est pas évident. Mais on ne forme pas les compétences, c'est pas pour acquérir ces compétences, c'est pour discuter les cours de vie. En fait, la médiathèque organise un post-débat d'idées à la fin de l'année parce qu'on est très curieuse à savoir qu'est-ce qu'elles vont intégrer comme section l'année prochaine et c'est quoi le rêve de l'avenir. Mais je sais, dans le système français, ils font, je ne sais pas, ils font des études pour chaque élève, peut-être pour leur demander, pour faire un suivi. Conseiller d'orientation. Voilà, c'est ça. C'est dommage qu'on n'a pas ça dans nos écoles. Mais non, on n'a pas dans les écoles, mais par exemple, à la bibliothèque d'Alexandrie, chaque année, ils organisent une journée de choisir. Il y a des étudiants de chaque université qui se montent sur le théâtre et qui expliquent qu'est-ce qu'ils étudient, quels sont les métiers possibles après. Donc il y en a, mais c'est pas vraiment Et même à l'école. le mois précédent, il y avait les demandes de choisir la France. Oui, le campus, la journée études en France, là, qu'on organise ils invitent aussi les universités à parler, se montrer. Il y a des boîtes depuis 7-8 ans qui ont commencé à faire ce business avec les écoles, de tester, d'assurer un test à chaque élève pour qu'ils se connaissent mieux. Et ce test l'aide à identifier en quoi il est bien, en quoi pas aussi bien qu'il le voulait, c'est quoi son rêve d'avenir et en quoi il serait au conditionnel meilleur. Oui, un prof aussi nous a appris une méthode de trouver quels sont nos intérêts. J'ai pas beaucoup aimé, c'est trouver ce que vous détestez, vous ne supporterez pas. Donc, vous évaluez de ce domaine, par exemple, je n'aime pas bouger beaucoup, je ne supporte pas la chaleur ou quelque chose. Donc, je ne choisis pas le domaine de l'architecture ou quelque chose comme ça pour ne pas beaucoup bouger. Je choisis quelque chose, télétravail par exemple. Par élimination. Oui, par élimination. Donc. Mais ça, c'est la dernière solution. Il ne faut pas commencer par l'élimination. Oui, mais pour vous dire que vous pouvez continuer vos études dans un domaine et travailler dans un autre domaine. Voilà, ça c'est aussi bien sûr une solution. C'est une solution, mais j'aime pas trop parce que là, on n'a pas beaucoup d'expérience. Enfin, je sais pas. Si on a fait des études expériences, ça s'apprend. Oui, mais la théorie, quand même, elle est importante. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'école pour 2 ans? Pas d'expérience. On fait 12 ans à l'école et pas d'expérience. Non, je ne peux pas dire que tu perds 12 ans à l'école parce que plus tard tu vas découvrir ce que tu as appris à l'école, mais en vivant l'expérience,
tu vois plutôt les défauts que les avantages. Même le système égyptien, qu'on est en train de critiquer, il a des avantages. Et un des avantages les plus grands et importants de ce système, c'est qu'avec la pression mise sur l'élève pour apprendre ce contenu énorme, après tu peux t'accoutumer avec n'importe quel système. Tu vois l'élève égyptien, il peut faire le système américain sans problème. Il peut faire le système britannique sans problème. Il peut intégrer le système français sans problème. Et une fois arrivé au terminal, en terminale, il peut intégrer n'importe quelle université locale ou internationale. Et cette pression crée quelque chose de positif. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure façon. Mais résultat, vous avez ça. De toute façon, l'école parfaite, elle n'existe pas quand même. Très Chaque bien dit. élève a une différence. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à C'est maintenant. une force de travail, je pense. Oui. La plupart des aptitudes, capacité de travail énorme. Après, plaisir, d'accord, Ouais. parce que Écoutez, merci beaucoup d'avoir vraiment enrichi ce débat. Merci beaucoup pour d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça nous a fait plaisir de clôturer ce cycle de débat d'idées avec ce sujet très intéressant. J'aime bien que tu as dit cycle. Oui. Cela veut dire qu'il y aura un deuxième et un troisième cycle. Nasli, il Là, je faut. n'ai pas la réponse. Oui, Là, on est partant. Oui, on oui, est oui, partant. parce que- non, mais c'est une excellente idée. Bien que j'ai pu juste assister à 3 des 3 Les 5. des 5, non, c'est une